Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Salut à tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je peux dire que je suis avec le journaliste préféré de tes entrepreneurs préférés. Et aujourd'hui, il n'est plus journaliste. J'ai le plaisir d'accueillir, ou d'être accueilli, je ne sais pas, mais par Sébastien Coinon. Salut Seb. Salut Yacine. Bah oui, c'est moi qui t'accueille puisqu'on est dans les bureaux de Teampact. Alors c'est peut-être pas les bureaux définitifs parce qu'on est en mode start-up, donc on est déjà en train d'imaginer les bureaux d'après. Mais donc voilà, je suis ravi de t'accueillir. On est près de la place Monge en plein Paris, dans le vieux Paris. Écoute, ravi d'être là avec toi. Merci pour l'accueil, le café. Est-ce que tu peux juste te présenter rapidement, que les gens savent un petit peu de quoi on va parler? Monsieur a plusieurs casquettes, pardon. Donc je te laisse me dire tout ça. Écoute, donc Seb Coinon, 43 ans, 2 enfants, je te le fais à l'américaine, là je parle du perso avant du pro. Je vis près de Paris, je suis un vrai Parisien, je suis né en banlieue toute proche, j'ai vécu 25 ans à Paris, je suis un poulbeau, donc tu vois, 25 ans à Montmartre, quoi, tu vois, Montmartre 18e, j'ai fait le bas, le haut du 18e, donc vers Montmartre, etc. Et puis les quartiers un peu plus populaires, on va dire. Donc j'ai grandi là-bas, j'ai fait ma scolarité là-bas, et puis je suis parti en proche banlieue, tu vois, en créant la petite famille, etc. Pour m'agrandir, parce que voilà, comme tout le monde, le prix du mètre carré incroyable sur Paname. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, donc plusieurs casquettes, tu me disais. Bah ouais, t'as fait quoi dans ta vie jusqu'à présent? J'ai fait beaucoup de journalisme, j'ai démarré très tôt, tu vois, comme un hobby, ado, et puis je suis rentré dans la vie professionnelle après mes études de droit, Paris-Saclay. Droit et journalisme, je fais les deux, et puis j'ai écumé quasiment toute la bande FM. Et enfin là, je fais mon parcours. Alors, je suis en train de me présenter là. Non, mais c'est pas très grave. Dans tous les cas, t'as introduit parfaitement. Donc, en gros, beaucoup de journalisme, de médias et radio, télé. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Et depuis 18 mois du business. Donc, je suis passé de l'autre côté et j'accompagne des entrepreneurs via Teampact Ventures, qui est ma nouvelle aventure. On est pas mal d'associés maintenant, une petite dizaine, et voilà, chacun, non pas dans son couloir, mais avec un rôle assez chirurgical, bien défini, et parce que la tâche est assez herculéenne, c'est un bien grand mot, mais voilà, est assez ambitieuse, on va dire. Et donc, je vais te raconter ça dans un instant. On va parler de Teampact. Bon, on n'aura que on va dire 45-50 minutes devant nous. Donc, je pense que les personnes qui veulent savoir tout sur Teampact, je les invite à écouter le podcast que tu as fait avec Romain Vidal. Ouais, merci de faire ma pub. Le hors-série Tech 45. Qui a bien marché d'ailleurs. Je te disais, je l'ai écouté dans mon bain en faisant mes petits c'est devoirs. C'est toi alors. C'est exactement, c'est moi. Non, pour revenir sur une petite chose, j'aimerais parler de... T'as fait du droit à Paris-Saclay, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. T'es passé à l'Institut de France de la presse, il me semble. T'as commencé à la radio. Tu disais que... je sais plus exactement ce que tu disais, mais si tu peux nous reparler un petit peu de tes débuts à la radio. Je crois que tu faisais ça le samedi, c'est ça? Ouais. Je faisais ça, si tu veux. L'Institut français de presse, c'est une école reconnue. T'as fait ça après tes études de droit? Veux, c'est la fin de mes études, quoi. J'ai 23 piges. Ça vient clore, quelques années d'études, mais en fait, comme beaucoup de métiers, on s'en fout du diplôme, quoi. Alors, malheureusement, c'est un milieu qui était très fermé, qu'il est un peu moins aujourd'hui, quoique. Mais c'est consanguin malgré tout, et donc c'est quand même très souvent les mecs qui ont fait les mêmes écoles, et les mecs et les nanas qui ont fait les mêmes écoles, qui arrivent au bon poste, dans les bonnes télé, bonnes radios et bons journaux. Malheureusement, t'as toujours des parcours parallèles, etc. Mais donc moi, j'ai appris le métier sur le tas, si tu veux, non pas sur le tard, parce qu'il était pas tard, tu vois, j'avais 15 piges. Ouais, c'est ça, t'as commencé, t'avais à peine 15 ans quand t'as fait ta première radio. Comme le Nutella, j'ai plus de 25 ans d'expérience dans le journalisme.
Et c'est pour ça aussi que j'ai levé le pied, si tu veux. Donc, je pense que journaliste, on l'est toute sa vie. Tu vois, si c'est être curieux et aimer parler à des gens, rencontrer de nouvelles personnes, interagir avec eux, se nourrir bah oui, tu l'es toute ta vie. Après. Mais le Seb de 15 ans était capable de me dire avec autant de clairvoyance que c'était ça qui l'animait, c'est-à-dire rencontrer des gens, être curieux, pouvoir échanger avec eux. Oh bah clairvoyance, je sais pas, c'est une bonne question, mais oui, j'étais déjà. Je pense que je mettais pas forcément les mots là-dessus, tu vois, mais j'adorais ça. J'adorais faire du reportage. C'est comme la base de ce métier-là. Hein. C'est-à-dire que rencontrer des gens, mais dans leur univers, en fait. C'est juste ça. Donc, et en ressortir la substantifique moelle. Alors quand tu démarres, donc nous on avait des partenariats avec la radio locale. Du coup j'ai écumé, comme je te disais, quasiment toute la bande FM. Alors parfois c'est des boîtes, des radios qui n'existent plus, tu vois. 95.2 à l'époque c'était Radio Tour Eiffel, je crois que c'était la radio de Chirac, de la mairie de Paris. J'ai fait du M40 qui était l'ancêtre d'RTL2. J'ai fait plein de trucs, fréquences protestantes, tu vois, pendant la guerre en Afghanistan en 2001. Ah oui, je faisais des flashs. Donc, en gros, faut accepter au début d'en bouffer, de faire tout, non pas tout et n'importe quoi, mais de se faire une place là où on veut bien te la laisser. Et très souvent, je travaillais à l'œil, hein, tu vois. En plus, à l'époque, les stages n'étaient pas rémunérés, très peu encadrés. Donc, limite, je payais, tu vois, pour pratiquer ma passion. Je payais mon sandwich le midi, je payais mon ticket de métro, etc. Mais c'est pas un coût, en fait. Quand c'est une passion, ça te semble, enfin, c'est un investissement, tu vois, comme les mecs qui s'arrachent pour leur sport, etc. C'est pareil, je l'ai pratiqué comme ça. Bah, t'introduis parfaitement. Enfin, j'ai noté une phrase que t'as dite dans ce podcast. T'as dit, donc avec Romain, t'as dit, ça ne me coûte pas, c'est ma passion. Si on parle de notion de travail, si je t'explique un petit peu, moi, donc mes parents sont marocains. Quand ils sont arrivés en France, ils ont fait de très bonnes études, ils ont décidé de rester. Et très souvent, j'ai été éduqué avec cette notion de travail qui a une contrainte financière. Tu sais, où tu travailles, tu sues pour pouvoir te nourrir ta famille, subvenir à leurs besoins. C'est quoi pour toi aujourd'hui le travail, notamment parce que tu as commencé avec une passion? Bah écoute, tu parles de tes parents, moi j'ai eu cet exemple-là aussi parce que mes parents bossaient dur, tu vois. Mon père était dans l'industrie automobile. Il rentrait pas tous les jours très tôt. Mais après, il rentrait pas du tout parce que pendant des années, il a fait la navette avec Lyon, Valence, etc. Enfin, où était, tu vois, le site industriel. Et ma mère était employée à la Sécu, donc elle partait tôt, elle rentrait tôt pour s'occuper de nous. Donc, ouais, tu vois, le modèle comme toi, des parents qui bossent, qui montrent l'exemple, je l'ai eu aussi. Et le travail, en fait, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple quand tu fais ta passion, ton job ou ton futur job, parce que du coup, t'allies l'utile à l'agréable, quoi. Ce qui est malheureusement pas le cas de beaucoup de gens. Et on l'a tous vu, et c'est encore le cas, tu vois, mais c'était le cas il y a 20 ans, 30 ans avec mes camarades de classe ou étudiants, etc. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On y revient, tu vois, c'est la quête de sens, tout ça. On sait pas trop ce qu'on veut faire, à quoi on sert, ça revient en premier plan, là. Dans quoi on veut s'inscrire. Donc, c'est aussi nous, notre raison d'être, notre mission, tu vois, chez Teampact, hein. D'aider les gens à s'inscrire dans la durée, d'aider les boîtes à faire en sorte que elles trouvent cette mission et surtout elles gardent le cap, parce que d'ailleurs la mission ils vont la trouver tout seuls, ils n'ont pas besoin de nous, mais la garder, pas se perdre en chemin quand il y a des bonnes et surtout des mauvaises nouvelles ou des mauvaises passes à traverser, quoi. Okay. Donc le boulot c'est ça, c'est garder le cap. C'est pas compter ses heures. Alors, l'idée c'est pas de faire 12 heures par jour, pas forcément. En tout cas pas forcément compter ses heures en disant tiens ça fait 7h18 que je travaille, donc je pose les stylos et puis je laisse ça au prochain, ou on verra ça demain, ou c'est pas mon problème, voilà. Et être investi par sa mission à soi, être fier de soi, tu vois, des gens avec qui on interagit, des problèmes qu'on va résoudre, petits ou grands, il n'y a pas besoin, tu vois, de réinventer la roue, hein, le mec qui fait du bon pain en bas de chez toi, avec de la bonne farine saine, etc. C'est déjà une bonne mission, quoi, tu vois. Donc, voilà. Dernière petite question que je te pose au Seb de 15 ans. Voilà. Tu m'avais dit pas trop perso. La mémoire, c'est pas mon truc, hein. On appelle Nemo. Que je comprenne. Dory, je pense, tu veux dire. Nemo, c'est pas le poisson rouge. Ouais, mais c'est Dory, du coup, qui n'a pas de mémoire dedans, il me semble. Faut que je le revoie. Ouais, c'est sorti, j'étais assez jeune, donc c'est le Pixar pour nous. Non, pour en revenir au Seb de 15 ans, du coup. C'était quoi tes rôles modèles dans le journalisme, à l'époque? Quand tu parles de journalisme, t'as
bien dû voir quelque chose où tu t'es dit, putain, c'est ça que je veux faire plus tard? Écoute, j'en avais à la fois plein et je personnifiais pas forcément le truc, tu vois. Je sais que un Yves Calvi, je le respectais beaucoup. À l'époque, il était sur Europe 1. J'ai eu la chance d'ailleurs pendant des mois d'être standardiste à Europe 1. Alors tu vois, quand tu peux pas rentrer par la porte, tu rentres par la fenêtre. Petit tips aussi, petit Excellent. conseil. Journalisme, ça marche partout. Et puis beaucoup de gens, tu vois, m'appelaient. Enfin, ils m'appelaient pas moi, ils appelaient Europe 1 et ils disaient tiens, Yves a cité un livre la semaine dernière et tout. En fait, tu te rendais compte dans la base de données que c'est un livre qui avait 3 mois. Et voilà, donc c'était un type besogneux, pareil, tu vois. Il tenait l'antenne 2-3 heures par jour. Toujours il montait sur le ring, tu vois, avec la même niaque, la même sympathie, empathie aussi vers les auditeurs. Alors parfois, ces animateurs-là se révèlent être de véritables enfoirés dans la vraie vie. Lui, j'ai pas l'impression que c'était le cas et que ce soit même le cas 20 ans après, parce qu'il a une petite 60aine d'années, je pense, aujourd'hui. Et Tu l'as côtoyé? ouais, mais vite fait, en fait. Non, Tu tu connais vois, pas assez personnellement. bah, alors typiquement, voilà, un petit exemple qui fait que tu te dis, tiens, ça doit être un good guy, c'est que c'est parmi les rares stars, j'allais mettre des guillemets, mais on peut pas mettre de guillemets, tu vois, c'est quand même une star du PAF, qui mangeait à la cantine, pain. Quand tous les autres, alors je citerai pas de nom, hein, mais qui sont encore tous vivants, la plupart quand même, eux étaient à l'avenue, qui est la super brasserie restaurant, okay. Brasserie, enfin restaurant qui fait l'angle et où tout le monde se la pète en passant par les serveurs, tu vois, et les serveuses. Tu mangeais à la cantoche, toi, ou pas? Ah bah moi évidemment, je mangeais à la cantoche, j'étais payé au lance-pierre par une boîte d'intérim, tu vois, j'étais même pas payé par Europe 1, quoi. Je parle pas quand t'étais standardiste, hein, mais Ouais. même par la suite. Ben non, du coup, c'était pas Europe 1, c'était plus donc. Alors moi à BFM, je mangeais Mais même avant BFM. très rarement à la cantoche. C'était sur RMC, c'est ça? Ouais, RMC, j'ai commencé par RMC, mais j'ai très rarement mangé au self, etc. Pour une raison simple, c'est que en fait, quand tu veux être là où ça se passe, quand ça se passe dans les médias, bah très souvent, faut que j'arrête de taper sur cette table. J'espère que ça va pas s'entendre dans tes micros, mon pauvre. Il y a des petites ondes, mais c'est pas grave. Ouais, en fait, j'ai souvent été en horaire décalé. C'est-à-dire que je faisais la matinale, donc tu te lèves à 2 heures du mat, ou le soir. Parce que c'est là où les gens écoutent, en fait. Les gens écoutent beaucoup le matin et le soir, et un peu le matin. C'est là qu'ils consomment, et un peu le midi, pardon. C'est là qu'ils consomment les médias, en fait. Tu parles de télé, là. Télé, radio, Okay. l'audiovisuel. Et donc, du coup, bah, quand t'es en horaire décalé, quand t'es en matinale, t'as qu'une envie à 10h, 11h au midi, après la dernière conf, etc., c'est de te barrer et d'aller faire une sieste chez toi, et pas d'aller au self. Au soir, bah, t'arrives dans l'après-midi, t'arrives en début d'après-midi. Donc, c'est pareil, tu bouffes jamais sur place. Et le soir, tu te fais un plat, tu commandes un truc, sur le pouce, quoi. Donc, tu fais pas ça pour ça, quoi. Au final, tu prends les contraintes qui sont les contraintes de temps. Tu fais avec, quoi. Et voilà. c'est ton kiff derrière de pouvoir quand même interviewer des gens. Super. J'aimerais juste, BFM créé en 2005, il me semble. Donc, la chaîne télé. BFM TV, ouais, créé en 2005, ouais. Et donc, toi, avant ça, t'étais que sur de la radio. Hein. Et ben, moi, j'étais à BFM Radio, en fait. Je rentre, groupe RMC. 3 ans plus tôt, ouais, par RMC, puis BFM Radio. RMC me convenait pas, autant la partie sport, j'aimais, mais j'avais pas de plus-value là-dessus. Parce que j'étais un sportif manqué, raté, on va dire. Hein. Moi, le sport a pas voulu de moi. J'ai fait un peu d'athlé, et puis j'étais bon, moyen plus, on va dire. J'ai essayé d'autres trucs, genre basket et tout. On m'a dit, non, laisse tomber, tu fais 1m20, ça va pas le faire. On peut dire la première réflexion que j'ai faite quand je t'ai vu en vrai. Quoi, dis-moi. Ah, tu m'as dit, t'es pas très grand. Ouais, tu m'as dit toi non plus. Bah, de fait, t'es pas plus grand que moi. Non, clairement pas. Moi, je passe pas à la télé. Pas encore. On s'en fout à la télé. Déjà, moi, je passe plus à la télé. Et deux, t'es un homme tronc à la télé. Donc, en fait, tout le monde est grand ou tout le monde est petit. C'est comme tu veux. Mais voilà. Et donc, si tu veux, moi, je me suis vraiment, débuté, à BFM Radio. Il faut suivre, c'est compliqué. Hein. D'ailleurs, même en interne, les mecs ont arrêté d'essayer de comprendre. Mais, parce qu'aujourd'hui, BFM Radio existe toujours. Okay. C'est un flux audio de BFM TV que tu vas trouver sur les enceintes, sur Alexa, etc. Okay. Donc tu peux regarder sur le site aussi ou non, là pour le coup c'est du BFM. Peu importe, mais tu vois, eux c'est d'abord une télé. Okay. Donc moi j'ai commencé à BFM Radio, mais qui était une vraie radio, qui a une 30aine d'années et qui n'avait rien à voir avec BFM TV aujourd'hui. Et donc ensuite, le groupe a créé, et je fais partie des tout premiers employés, même si moi, j'y allais suivant en mode side project, tu vois, je faisais l'écho, je faisais la bourse, mais c'était quelques minutes par jour.
Mais mon gagne-pain, etc., mes émissions, elles étaient sur BFM Radio, Ok. dès 2002, qui est devenu en 2010 une télé aussi. C'est pour ça que ça s'est appelé BFM Business. Alors que BFM TV a été créé en 2005 face à M6 et TF1, qui s'écharpaient sur la TNT. Et nous, on est sortis du bois et sans mauvais jeu de mots, parce que mon patron s'appelait Guillaume Dubois d'ailleurs, et on a sorti donc notre projet de télé éco/international. On a été pris, et puis BFM TV est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, une grande télé généraliste. Voilà, alors que moi je suis resté essentiellement sur BFM Business, donc après, où j'ai créé pas mal d'émissions sur les marchés financiers. On en parle dans 30 secondes. Sur le développement durable, ouais. Et sur la tech évidemment. Évidemment, la tech. Évidemment, parce que c'est là-dessus que je me suis vraiment éclaté, quoi. Justement, je peux spoiler, mais je peux dire qu'à l'époque, tu ne connaissais rien, en tout cas de la tech. C'était mots. Tu disais, 2015, à part Apple et Google, je connaissais rien. Bah ouais, je suivais les GAFAM, si tu veux, ou les BATS, parce que j'étais focusé sur les marchés financiers. Donc comme c'était des boîtes pour la plupart cotées, ou qui allaient se coter, type Uber, etc., je les regardais, je les surveillais, je les observais, je les analysais, tout ce que tu veux. Je les interviewais même, mais c'est tout. Et qu'est-ce qui te drivait justement, en fait, ma question c'était ça, sur les thématiques avant que tu arrives sur de la tech. Donc là tu parles de plutôt éco, business, marché financier. Qu'est-ce qui te drivait dans ça? Est-ce que c'est des thématiques qui t'intéressaient? Est-ce que pour être un bon journaliste, on est obligé d'être intéressé par le sujet qu'on aborde? Ah bah oui. Et puis surtout, si tu veux, c'est ce qui te sauve. Parce que sinon, t'es de la chair à canon. C'est-à-dire un type qui fait les chiens écrasés aux Parisiens ou un énième reporter du service police-justice de je sais pas quelle antenne, bah il peut être remplacé du jour au lendemain parce qu'il aura un petit carnet d'adresse, il aura une petite renommée et une petite expertise, si ça fait pas 10 ans qu'il le fait. En l'occurrence, voilà, être généraliste ou pas assez spécialisé, c'est un vrai danger, et depuis très longtemps, depuis des années et des années dans le métier, parce que, encore une fois, contrairement à beaucoup, notamment contrairement aux startups, tu as beaucoup plus de demandes que de jobs. Et du coup, la prime, elle est aux experts. Donc moi, je me suis spécialisé comme ça par période sur, je te dis, développement durable en 2007, 2009 les marchés financiers et 2015 la tech. Ok. 2009, j'imagine post-crash boursier ou ouais. Oui, on a lancé en mars 2009. Ah oui, d'accord. Mars 2009, point bas de tous les marchés, de Wall Street, du CAC 40, etc. Donc, tous les petits copains se foutaient de moi. On me dit, super, une émission sur la bourse quand il n'y a plus rien, quand tout le monde prend la poudre d'escampette. Et puis en fait, après, le marché, il a fait x2 en quelques années. Donc c'était finalement un bon timing, sans le savoir. C'était un peu de manière opportuniste parce que Bloomberg coupait tous ses flux non anglophones. Donc nous, on y allait. On se lançait en télé à ce moment-là. Parce que Bloomberg arrêtait. Petite question là qui me vient à l'esprit. En fait, tu as parlé juste avant de carnet d'adresse. On parle aussi d'intérêt quand tu es un bon journaliste. C'est quoi le secret de la longévité d'un journaliste? Pour justement ne pas être sur un spot remplaçable, quoi. Je sais pas, je me permettrai pas de donner de conseils, franchement. On est là pour inspirer les gens, donc tout le monde sait que ça ne tient qu'à toi. Non, mais en fait, chacun a sa clé, si tu veux. Et je t'en parlerai d'ailleurs plus tard, peut-être pour les entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer dans le grand bain. Mais je dirais, s'écouter et faire attention aussi aux médias dans lesquels on est, dans lesquels on évolue. Parce que ça peut vite vriller, des Europe 1 rachetés par un Bolloré, etc. Ça peut abîmer la marque, ça fait fuir des talents, journalistes, et pas que, des très bons techniciens, réalisateurs, annonceurs, pourquoi pas, etc. Et donc, faire attention aux médias dans lesquels on évolue et creuser son propre sillon. Donc aujourd'hui, ta brand est aussi importante, voire plus, que celle de ton média, si tu as un média. Toi, tu es indépendant, tu as ton podcast, qui a une belle petite marque maintenant, pour le moment, indépendant. C'est aussi pour ça que je suis venu, je te connaissais de nom, de réputation, je te voyais sur les réseaux, etc., sans avoir creusé. Là, tu me contactes, et du coup, je regarde ce que tu fais. Et donc, je me dis, tiens, il a l'air, Yacine, hyper curieux, et yeux qui brillent, hyper bienveillant, on y va. Alors qu'on se connaissait pas, on a passé une heure au téléphone, mais c'est tout, on se connaissait pas. Exact. Et tu m'as dit une chose qui m'a entre guillemets fait le plaisir. Tu m'as dit ne le prends pas mal, mais tu m'as l'air de partir dans tous les sens. Mais ce qui est une bonne chose et une mauvaise chose, c'est-à-dire que tu m'as l'air de trouver un peu ta voix. T'es très intéressé et en même temps,
t'as envie de faire plein de choses à la fois. Et mais bref, ça on en reparlera en off. Car c'est un défaut que j'ai, je suis très cash. Alors ça m'a coûté. Je pense pas que ce soit un défaut. Mais j'ai du mal à pas dire ce que je pense à quand titre tu le perso. payes, Mais... quand tu le payes et quand ça te coûte, Mhm. tu considères que c'est un défaut. Mais d'autres vont dire ah mais c'est cool, t'es honnête, tu vois. Après, sauf quand tu j'ai pas le penses choix. quelqu'un, quoi. J'ai pas le choix, donc je suis comme ça. C'est très rare que je garde le truc, tu vois, plus de 2-3 minutes dans ma tête, quoi. Il faut que ça sorte, quoi. Écoute, moi en tout cas je retiens une chose, je l'ai compris, je le remets par mes mots, mais c'est quand même rester fidèle à soi-même et ne pas, en tant que journaliste en tout cas. Mais je pense qu'on peut faire le même parallèle avec l'entrepreneuriat. Ouais. Okay. Même pour un salarié, tu vois, un employé, ça fonctionne aussi. Hein, tu vois, faut t'écouter, faire ce que tu as envie de faire, et normalement ça marche en fait. Hein. Tu vois, quand t'es passionné ou il y a un truc qui te titille, tu veux creuser, tu veux bosser dans l'immobilier, dans la crypto, dans je sais pas quoi, tu bosses le sujet, le secteur, t'interviews les gens. Bah, tu vois, quand tu veux aller dans des boîtes, c'est des interviews. Tu vas aller questionner des mecs qui sont déjà dans la place, des mecs qui en a déjà dans la place. Tu vas aller retourner les questions aux fondateurs, aux DRH qui t'embauchent. Donc c'est aussi toi qui mets l'interview et pas que oui il y a combien de vacances, il y a combien de BSPCE, etc. C'est important évidemment, hein, mais des vraies questions aussi pour toi, pour te dire est-ce que je me projette, est-ce que je peux passer 2, 3, 5 ans dans cette boîte et grandir à leur côté aussi. On va pas passer 3 ans dessus, juste 2-3 minutes, non. Mais je vais y arriver. La partie tech, j'aimerais savoir, parce qu'aujourd'hui t'en fais plutôt ton métier, hein, je veux dire, même depuis 18 mois, depuis que tu as quitté BFM, qu'est-ce qui s'est passé lors de, de la démocratisation de la tech et de toi avoir reçu plein d'entrepreneurs, avoir créé plusieurs émissions, voilà, si tu peux nous en parler, qu'est-ce qui t'a drivé en fait dans tout ça? Bah, moi, quand je crée Tech & Co en 2015, ça fait 2-3 ans, maxi, que la French Tech existe. Donc, la tech, c'est l'écosystème startup au sens large. Hein. C'est pas forcément de la deep tech ou des trucs hyper, d'ingénieurs, etc. Dont je suis pas, parce que tu l'as compris, j'ai pas un parcours scientifique. Donc voilà, j'ai vu le truc éclore d'abord sous mes yeux, d'abord comme spectateur, après comme spectateur engagé, puisque je les ai reçus un par un. Tu vois, j'ai reçu à peu près 3000 entrepreneurs, puisque j'ai fait 1000 numéros de Tech & Co, à raison de 4 par soir, du lundi au jeudi, 4 par semaine, pardon, du lundi au jeudi pendant 2 heures. Donc tu vois, je recevais 2 à 4 par jour, pour parfois 3 minutes, parfois une demi-heure. J'avais la chance de creuser dans leur bureau, dans les studios de BFM, ou j'en sais rien, moi, au CES, à San Francisco, à Barcelone, dans des salons, dans des trucs, etc. Et puis après tu t'engages un peu plus, c'est-à-dire que tu fais des concours, je crée les Tech for Good Awards en 2019, donc tu vois, on fait monter des super boîtes, des Ecotree, des Yuka, des Back Market qui sont déjà connus, mais pas autant qu'aujourd'hui. Donc des boîtes à mission, des boîtes qui ont du sens, des boîtes qui font du bien à la planète, aux gens tout simplement. Et puis ensuite 2020, tu vois, Covid, nous Altis Media commence à une restructuration, etc. Là je me suis dit est-ce que c'est pas le moment de franchir le Rubicon? On n'a qu'une vie, t'as une petite 40aine d'années, fonce quoi. Donc d'où l'idée de passer de l'autre côté. Et puis là, rencontre avec Romain Vidal, avec l'équipe de Teampact, et puis ça match quoi. Ça match parce que ça correspond à ce que je veux, à ce qu'il faut faire selon moi. Ok. Voilà. Dis-moi, est-ce que c'est moi qui me trompe ou je t'ai vu on stage pour 50 Partners? Est-ce que ça te parle? Il y avait un des events il y a 2-3 ans, non? J'ai fait des events avec des fonds, avec des startup studios, mais pas avec 50 Partners. Pas avec 50? Pas. Bon, c'est peut-être mes souvenirs qui se mélangent. J'ai une petite question très simple. Je suis sûr qu'il y a des gens qui t'ont sollicité de par le fait que tu as rencontré, comme tu le dis, plus de 3000 entrepreneurs. Est-ce que tu te sens légitime à donner des conseils à ce niveau-là, sur l'entrepreneuriat? Légitime, oui et non. Comme un gars qui a croisé et interviewé et titillé X entrepreneurs. Pas plus, pas moins. Sans avoir été doueur, forcément. Sans avoir été doueur, effectivement. Donc aujourd'hui, tu vois, je me sens pas entrepreneur. On co-crée, tu vois, ensemble Teampact avec la team. Donc, on l'a pas dit, hein, mais fonds People First, donc plateforme. On arrive dessus juste après. Voilà, plateforme People First que je vais t'expliquer si tu me questionnes dessus. Et donc,
tu vois, je pense pas qu'il faille. T'as des fonds d'entrepreneurs. Je pense pas qu'il faille avoir été entrepreneur pour coacher, entourer, conseiller, dénicher des entrepreneurs. Au même titre qu'il ne faut pas avoir été un grand réalisateur pour être un grand critique cinéma ou un grand footeux pour être un bon commentateur. Tu vois, Jean Rességuier sur AMC, le meilleur commentateur peut-être de France. Il est pas, enfin tu le connais, je crois que tu aimes le ballon rond, voilà. Foot, ouais. Bon, bah ça faisait partie de mes collègues et puis il y en a plein d'autres. N'hésite pas. Je pense pas que c'est un grand footeux. Tu vois, je lui fais pas offense en disant ça. Mais il est passionné. Et voilà, il est passionné et puis expertise. T'as des lectures transversales qui font que tu vas dire est-ce que c'est le bon moment pour aller aux US? Est-ce que t'es armé? Est-ce que t'as fait appel aux bonnes personnes, au bon cabinet? Est-ce que ton nom franchouillard en 2022 est une bonne idée? Est-ce que tu te mets déjà pas un boulet quand tu vas aller aux Pays-Bas, au UK ou que sais-je? Voilà. Okay. Et c'est des trucs tout bêtes en fait. Hein. Donc que parfois même leurs propres fonds, VC, etc., leur ont pas dit, ont pas osé. Voilà. Ok, très clair. Juste sur tous les entrepreneurs que tu as reçus, est-ce que tu peux nous dire personne qui t'a le plus surpris, je dirais d'un point de vue positif. Je vais pas dire impressionné, parce que bon, je pense que après avoir vu ta tête à la télé au bout d'un moment, j'imagine qu'il y a des gens qui t'ont impressionné. Il y en a plein qui m'ont impressionné, ouais, bien sûr. Mais qui t'ont le plus surpris positivement. Après, j'ai une deuxième question. Surpris positivement, écoute, tu vois, je te citais Yuka. Moi, Julie, j'adore sa détermination. Julie Chapon. Tu vois, Julie, ouais. Tu l'as interviewée ou pas? Non, mais... Elle fait pas tellement de médias que ça, en fait. J'avais reach out, mais... elle est opportuniste, donc elle en fait quand on en a besoin, elle a raison, tu vois. Donc, quand elle est en lutte contre le lobby de la charcuterie, etc., elle sait trouver Le Monde, Europe 1, etc. Je salue Nicolas Schweitzer de La Vie. On en parlait juste avant. Lui aussi est en lutte avec ce lobby. Voilà, donc et en même temps, donc c'est pas facile. Puis de toute façon, des lobbies, il y en a partout, hein, même les écolos, on peut dire que c'est un lobby. Mais à côté de ça, elle va résister aussi aux grandes marques qui vont dire. Et moi, j'en ai rencontré des très belles marques qui n'ont pas le droit de mettre. On est A en Nutri-Score et on a 95 ou 100%, 100 sur 100 sur Yuka, parce qu'elle dit non, tu vas m'abîmer la marque. On va croire que tu m'as payé pour ça, donc tu ne mets pas, s'il te plaît, le label et ta note Yuka. Elle résiste, tu vois, aux retailers, enfin à tout le monde. Et c'est énorme. Moi, je trouve ça. Certains vont dire quel gâchis, tu vois. Elle pourrait scaler, accélérer. Ouais. Et donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, Simon Davla, tu vois, Batch, qui a connu le plus haut, le plus bas, tu l'as reçu, qui a raconté son histoire des dizaines de fois. Il a raconté même, tu vois, il y a plus de 10 ans chez Stéphane Soumier, quand j'étais chez BFM. Respect, tu vois, le mec a connu le haut, les strass, les paillettes, les bas, les gens qui lui répondent plus, il est devenu paria, c'est comme ça qu'il le dit, tu vois, avec App Gratis qui est déférencé de l'App Store et du coup du jour au lendemain, la boîte n'existe plus. 100 et une quinzaine d'employés. Il gère quasiment tout le monde parce qu'il y a plus rien, il y a plus de cash, il y a plus d'investisseurs, il y a plus personne, quoi. Ça me fait penser juste, je crois que j'ai dû te confondre avec Soumier, justement. Waouh, c'est les sourcils peut-être, mais on a quand même 10-15 ans de moins. Non, c'est pas mais c'est sympa, pour le charisme, c'est sympa. Il a plus de sourcils. J'aime bien, oui. Non, mais c'était à mes débuts dans la tech, my bad. T'inquiète. Je me suis dit un grand journaliste dans la tech on stage. Je le prends comme un compliment. Super. J'ai une deuxième question. Et d'ailleurs, je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, c'est un des gars que j'ai le plus admiré. Stéphane Soumier? Ouais. Okay. Relation très compliquée, très conflictuelle, comme collègue. Ça a été mon boss aussi, accessoirement. Okay. Puis il a pas sa langue dans ta poche. Mais j'étais fan. Et d'ailleurs, c'est peut-être mon faible. Je lui ai dit. Au premier jour, je lui ai dit, tu sais, mais je t'ai décortiqué, analysé, etc. Et il en avait rien à foutre. Et il m'a dit, OK, tu parles de quoi à 7h11 dans ton papier sur le pétrole? Voilà. Donc, c'est le début de notre relation avec Stéphane. Voilà. OK. Je referme la parenthèse. Je le salue, s'il m'écoute. Écoute, il y a peu de chance. On le salue. Ah, on sait pas. On lui enverra le il a rangé les bagnoles. Enfin, il a Bismart maintenant, mais je crois que sinon, il fait d'autres trucs à côté. J'aimerais savoir, et là, chers entrepreneurs ou personnes qui veulent se lancer, écoutez bien, c'est quoi le skills, la qualité qui, selon toi, donc à travers les 3000 que tu as reçus entrepreneurs qui ont été successful ou qui perdurent en tout cas, encore une fois dans la durée, la qualité qui font d'eux, qui sont successful. Ils arrivent à monter une boîte, pas forcément une licorne, mais au moins à l'image de leur valeur.
Courage. Courage / détermination. Ok. Tu lâches rien, t'as peur de rien ou pas grand-chose, un peu de folie. Et du coup, parce que tout le monde pense que tu n'y arriveras pas, toi, tu vas leur prouver qu'ils ont tort. Je vais parler à titre perso, sans rentrer dans les détails. Tu penses que le sentiment de revanche est quelque chose qui te sert aussi d'un point de vue, je sais pas si c'est d'un point de vue entrepreneurial ou pour la réalisation de tes projets? Est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre où tu sais cette courbe où au bout d'un moment ça va te desservir justement? Écoute, certains ont une revanche à prendre. Malheureusement, c'est pas forcément eux qui arrivent le plus haut. En tout cas, ils sont minoritaires. Quand même, très souvent, ils sont plutôt ceux qu'on a en France, dans la French Tech, ceux qu'on met en valeur, malheureusement, plutôt, tu vois, bien nés, bonnes écoles, bons parents. Donc, ils n'ont pas forcément de revanche à prendre. Et pourtant, ils ont faim, tu vois, ils ont super faim. Oh, ça peut être des revanches, pas que sur ça, hein, mais tu vois, ça peut être des revanches même à titre perso, dans du social, dans autre chose, quoi. Je sais pas, je vais pas répondre à ta question. Okay. Joker. Joker? Ok, ouais. Un seul, hein, alors. Putain, merde, j'ai grillé ma cartouche. Exactement. Et il y en a d'autres, des questions. Bon, maintenant, on va parler de Teampact. Vas-y. Vas-y, à toi. T'en as déjà un petit peu parlé, un fonds People First. Donc, créé, alors, je connais Romain Vidal, d'ailleurs, je le salue, c'est lui qui nous a fait l'intro. Et donc, un ancien partenaire de Cap Horn. Je crois qu'il y a quand même pas mal de personnes. Il y a aussi pas mal d'athlètes chez vous. Déjà, ça veut dire quoi, People First? C'est un mot assez galvaudé aujourd'hui, je trouve. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, on aimerait bien que ce soit galvaudé, mais il y a encore un peu de boulot à faire. Quand je dis galvaudé, c'est que c'est très utilisé et pas forcément décortiqué sur les valeurs. Ça veut dire que tu places ton employé au tout. Tu vois, j'ai entendu un patron il y a pas longtemps, j'ai adoré. Le type dit, et pourtant tu vois, c'est pas un start-upper, hein, c'est un mec dans l'hôtellerie, dit votre premier client, votre employé. Et j'ai adoré, tu vois, c'est basique, hein, mais bon, j'ai adoré. Parce que c'est ça en fait. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Certains mettent soit une égalité au mieux, et très souvent quand même, et je pense qu'on a été marqué à tort par la culture américaine et surtout par Amazon depuis 15 ans maintenant, c'est de mettre client first. Client first. Client is king. Tu vois, la chaise rouge, vide, dans le board, que va penser notre client? Est-ce que ça va le servir? Est-ce qu'on le fait tout pour lui? Est-ce que tout va dans son sens? Et c'est une énorme bêtise, je pense. On paye aujourd'hui les pots cassés au même titre que, tu vois, l'actionnaire. Années 80, années 90, tout faire pour l'actionnaire, même si dans les critiques en France, on est peut-être allé aussi trop loin, parce que l'actionnaire, ça veut tout et rien dire. Tu vois, l'État français est actionnaire d'EDF, on devrait être actionnaire si on avait un bon système de retraite par capitalisation. Et puis c'est un dividende qu'on détache sur l'actionnaire, donc c'est pas non plus Attends, sur ta dernière partie, ciel. Ouais. Quand tu parles, ok, donc tu voudrais par exemple que nos fonds de retraite investissent dans des boîtes et que nous-mêmes puissions avoir. Bien sûr. Ok. Ouais. Je pense que ce serait bien quand même. Non, je trouve ça intéressant. T'aimerais pas que tes parents demain, quand ils seront à la retraite, soient actionnaires d'un Doctolib, moi, évidemment, ça serait mieux. Je pense que ça serait plus sain. Bon, bref. Et donc, nous, on est un fonds, si tu veux, qui a ça chevillé au corps. On dit à nos entrepreneurs, ceux avec qui on veut travailler et qui acceptent de travailler avec nous, continuez à les mettre au cœur de tout. On va vous aider pour ça, parce que c'est la clé. Et donc là, on regarde tout. On regarde évidemment le turnover, l'absentéisme, la grille des salaires, comment sont traités les salariés, pas que les salariés, le dernier stagiaire, et dans les employés, la jeune maman qui revient de son congé mat. C'est ça qui nous intéresse. Comment tu le mesures, ça? C'est-à-dire qu'à chaque invest, tu vas appeler un ancien stagiaire pour lui demander comment c'est passé? Ok. Bien sûr. Pas chaque stagiaire, etc., mais des enquêtes anonymes, des enquêtes un peu comme ça randomisées. Et tu sais que la plupart des boîtes maintenant, bien staffées, bien organisées, ont leurs propres enquêtes internes, etc. Donc, elles nous ouvrent ces livres-là, et donc elles nous font confiance. Et après, on fait notre propre due deal. Donc, comme, si tu veux, au-delà de la due deal purement financière, avant de rentrer dans des startups et de les accompagner, on mène cette due deal RH. Humaine, quoi. Grâce notamment chez nous à Sarah. Tu vois, Sarah Jalot, Teampact, tu vois, qui va regarder le leadership, le recrutement, la gestion des talents. Et on a à cœur après, nous, avec nos équipes, tu as cité les sportifs, 2/3 de l'équipe vient du sport de haut niveau, attention, hein, rugby, foot, hand, escrime.
ont pratiqué ça. Donc on pratiquait la résilience, le travail, l'endurance, le courage, toutes les qualités qu'on évoque quand même pas mal depuis le début, toi et moi. Et on est certain que ces valeurs-là sont partagées par les founders et leur team autour. Et on a à cœur qu'ils restent dans les clous, quoi. On est d'accord qu'il y a 20 ans, le sport, c'était toujours un métier humain. Le journalisme, on en parlait aussi. Je pense qu'il y a plein d'autres secteurs. Je pense au secteur médical, qui est peut-être le secteur de travail le plus humble qui existe. Je sais pas si t'as un avis dessus, toi, mais on n'est pas un peu tard dans le business, notamment et j'allais dire les startups qui sont quand même ceux qui insufflent ce mouvement, là où les grands groupes vont peut-être prendre le tournant. On n'est pas un peu tard sur la quête de sens et chouchouter nos collaborateurs qui au final sont la force de nos boîtes? Sûrement, t'as sûrement raison, mais on s'en fout justement. C'est notre mission, c'est notre raison d'être. Et deux, moi ma meilleure devise, c'est il est jamais trop tard pour bien faire. Donc si tu veux, les gens sont là, on est 7 milliards sur la Terre, on va pas dire pas de bol, c'était trop tard. Non, on s'est pas occupé des gens, on s'est pas occupé de la planète, allez on referme la boutique. Donc il est jamais trop tard. Okay. Mais bien sûr, il est temps d'avoir plus d'acteurs. De retard à combler. Okay. Et nous, ça va être le boulot, tu vois, chez nous, notamment d'un Ben Kaiser, ancien talent de l'équipe de France de rugby, qui est un des co-founders, et qui, lui, si tu veux, va s'occuper du mental, travailler sur la vulnérabilité avec des vraies séances et séquences au sein des boîtes du portfolio Teampact, gérer la victoire. Bon, on peut les aider, mais ça... plutôt facile. Gérer l'échec, là c'est une autre paire de manches. Okay. Tu rates un tour, tu rates un gros marché, des démissions en série, des burn-out. Comment on gère ça? Ça va être notre mission. C'est notre mission. On a commencé. Je suis désolé, mais tout ce dont tu me parles, c'est pas de l'argent. La plupart des fonds pourraient avoir bossé dans un fonds, d'ailleurs que je salue, New Fund, mais il y a plein de fonds qui se vendent d'anciens entrepreneurs, donc pour des entrepreneurs, qui leur promettent plutôt monts et merveilles, donc jusqu'à aller faire la petite intro pour recruter le prochain Head of Sales. Tout ça, c'est business. Tout ce dont vous parlez, l'apport que vous allez avoir, il est beaucoup plus humain, fédérateur. Il est immatériel. Exactement. T'as raison. Mais sur la durée, si les gens ont la banane, si les gens restent dans ta startup, si les gens font venir leurs potes dans ta startup, tout gagné. Donc c'est ça le 3 ans, 5 ans après, t'es encore là, quand les autres ont dû licencier tout le monde, se sont fait racheter une misère, et là l'histoire, non? T'es pas d'accord? Je suis d'accord, mais dans ce cas-là, pour avoir une contrebalance, vous faites aussi des co-invest, j'imagine, avec des fonds qui se spécialisent plus business-driven que human-driven. La plupart des fonds sont business-driven. Business, data-driven. Donc nous, on va les suivre, on est followers à ce stade. Donc vous êtes sur de la complémentarité au final. Exactement. Oui, on n'est même pas concurrents, exactement. Ok. T'as résumé, j'ai pas eu besoin de le dire, c'est cool. Tu peux pas faire... Je vais faire les questions et les réponses. Ouais, avant de passer à mes dernières petites questions, est-ce que tu veux nous dire... c'est quoi tes ambitions pour la suite? Je sais pas si c'était full-time. Ah, j'avais une question à te poser, tiens. C'est le moment, là. C'est le moment? Ouais. Ok. T'as fait de la radio, t'as fait de la télé, tu repasses sur un podcast. D'ailleurs, t'es très à cheval sur le 45 minutes, donc ton podcast s'appelle Tech 45, et je crois que ça dure 45 minutes, pas plus. Ça dure moins en plus, parce qu'en fait, en vrai, puisque le temps du montage. Non, je fais pas de montage, mais c'est que t'as l'intro, tu vois. Oui, intro, non, quand je dis le montage, c'est ton pré-roll. Ton bonjour, ton au revoir, etc. à tes Bien auditeurs, ce que tu fais très bien. Bah, tu piques encore 2-3 minutes sur l'interview, donc au final, ça fait même pas 45 minutes. J'avoue que je me mets beaucoup moins de contraintes, moi. Mais vu que je suis un curieux et que j'ai plein de questions, d'ailleurs, tu l'as très bien vu, hein, mais les seules questions qu'on a préparées, c'est celles que je vais te poser par la suite. Toutes celles-ci, c'est full impro. T'es quand même resté dans le journalisme, c'est-à-dire que t'as toujours cette flamme qui burn dans ton estomac. Ouais. C'est pas du journalisme pour toi? Non. Enfin, désolé, je te coupe, t'as pas fini ta question. Mais non, mais vas-y, c'est... Non, c'est pas du journalisme, si tu veux. C'est plus du journalisme parce que... Pourquoi t'as lancé Tech 45? Bah, si tu veux, pour... continuer, c'est vrai, à aller challenger des nanas et des mecs qui font des trucs waouh. D'avoir cette petite fenêtre, tu vois, à moi, même si, de fait, c'est complètement lié à Teampact. C'est-à-dire que... Le podcast, tu l'as lancé en même temps qu'avoir rejoint Teampact ou après? Je l'ai lancé en même temps. Okay. Ouais, j'étais déjà... Donc j'étais déjà okay. sur le... Oui, j'ai prévenu tout le monde, etc. C'était...
c'était pas un side project, exactement, si c'est pour répondre à ta question. Et donc, mais c'est pas non plus un podcast corporate. Parce que, tu vois, demain, toi, je crois que tu t'as rejoint une boîte récemment. C'est bien d'avoir... Ouais, mais tu le diffuses, ça, tu nous le diffuses en octobre-novembre. Donc, tu peux le dire, hein, Expensia, du coup, ouais. Voilà, bienvenue chez eux. Merci. Et donc, si te demandent, tiens, vas-y, remets-le à nos couleurs, je pense que tu vas leur dire non, et tu auras raison. Parce que les podcasts corporate, déjà, les succès sont rares. Et la ligne édito est biaisée derrière, pour moi. Ouais, c'est pas ce qui intéresse les gens. Ils vont croire que t'as un truc à vendre, en fait. Exactement. Pas vrai. Et puis, si t'as un truc à vendre, tu le dis. Tu dis... Pour le moment, je vends rien. Voilà, mais faut pas avancer masqué, en fait. Et donc, s'il y a suspicion, etc., c'est pas bon. Ok. Claire. J'invite tout le monde à aller écouter Tech 45, même si je suis sûr que t'as pas forcément besoin de ma pub. Si, tu rigoles ou quoi? Abonnez-vous, j'ai toujours besoin de pub. Abonnez-vous, Tech 45, mettez-moi un petit commentaire, un avis. Après avoir fait tout ça sur Dans la tête d'un CEO, évidemment. D'abord dans la tête d'un CEO, mais juste après, même en même temps, vous le faites. Et puis, mettez-moi 5 étoiles. Alors, sur Spotify, on peut pas, les gens se grattent la tête, mais il n'y a pas 5 étoiles. Non, sur Spotify, il n'y a pas 5 étoiles. Apple. Mais sur App Store, ça marche. Et voilà, écoutez les deux, on est complémentaires. Parfait. Voilà, et puis on a plein d'invités en commun, même si on pose pas forcément les mêmes questions, mais je suis persuadé que on partage, en tout cas qu'on a beaucoup de valeurs en commun à ce niveau-là. Ça marque la fin de notre interview et c'est le moment de te poser mes petites questions que tout le monde pourra retrouver en vidéo sur les réseaux. C'est parti Seb, ma première question pour toi. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat, pour toi, hein, totalement personnel, si tu devais l'associer à un mot ou un groupe de mots, et pourquoi ? L'entrepreneuriat, c'est croire en ses rêves. Donc, c'est faire des trucs cool qui te plaisent, qui servent à quelque chose, parce que c'est vrai qu'en 2022, quasiment toutes les boîtes maintenant, tu vois, ont une mission pour les gens, pour la planète. Enfin, tu vois, faut faire avancer le schmilblick. Faut servir à quelque chose, tu vois. Si c'est pour faire un énième truc qui sert à rien et qui va faire du CO2, pas top, quoi. Donc, croire en ses rêves, très bien. Deuxième question. Alors, je sais pas si c'est un board member ou dans ce cas-là un mentor. Je sais qu'on en a parlé, mais en tout cas, je suis, moi, à titre personnel, convaincu que le succès ne vient pas tout seul, mais qu'il faut savoir s'entourer. Donc, je te laisse choisir. Est-ce que c'est au niveau de Teampact aujourd'hui, ou est-ce que c'était il y a 23 ans quand tu t'es lancé dans le journalisme, mais oui, auprès de qui t'aurais aimé t'entourer, quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel, donc libre recours à ton imagination. Écoute, pourquoi parler au passé, j'en sais rien, mais tu vois, un Paul Lé de La Belle Vie, que tu as peut-être croisé. Oh oui, voilà. On salue fortement. Donc Paul Lé, La Belle Vie, type bien dans ses baskets, toujours bienveillant, le sourire, tu vois, un chic type. Et t'aimerais que tous les patrons, les entrepreneurs soient comme lui. Ouais. Et qui allie aussi, comme chez Teampact, tu vois, le sport et la tech, qui croit dans les valeurs du sport, qui pratique le rugby, lui, à titre perso. Ah, d'où sa carrure, il me l'avait pas dit, ça. Ouais, c'est un costaud, ouais. Faut pas qu'il te plaque, ouais. Ouais. Mais adorable. Passion pour la Bretagne en commun aussi. Écoute, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais creuser une relation, bien sûr. Bah écoute, on le salue. Tu sais que c'est mon tout premier podcast. Je le dis souvent. Ah, c'est ton parrain, Paul? Non, c'est pas mon parrain. Ah, si, c'est ton parrain de podcast. Bien sûr. Ouais. Cet été, j'ai demandé à plusieurs personnes des intros. En littéralement 5 minutes, j'ai eu une dizaine d'intros de sa part. Et je peux le spoiler, mais demain j'enregistre avec Amadouba de Bouscapé. Moi je suis un enfant du rap, donc des années 2000, 2005. Donc hyper content et hâte, et encore une fois merci à toi Paul. Mais le rap sont les clichés, rassure-moi. Comment ça sont les clichés? Sans les voitures de sport, les filles dénudées. Écoute, je vais te dire une chose. Les jets privés. Je viens donc samedi du concert de Booba. Moi, je suis beaucoup plus rap US. Donc voilà, pour plein de raisons, mais c'est comme ça que j'ai appris l'anglais beaucoup. J'ai quand même été hyper impressionné, donc encore une fois de la longévité, j'adorerais le recevoir, un Booba. On pourrait parler de ça, mais on pourrait aussi parler de comment t'expliques que dans la salle, t'as des gens qui viennent de 15 à 45 ans, t'as des maires, t'as des personnes de banlieue et t'as des personnes du 16e. Voilà, moi c'est ça en fait, réussir à fédérer. Après pour les paroles et le discours qu'ils véhiculent, on refera un autre podcast. C'est clair. Ok, j'ai rien contre le rap. Ouais. Troisième question, puis une quatrième, puis après je te laisse filer.
J'aimerais que tu nous donnes le conseil le plus sous-coté que toi, t'aurais aimé entendre, alors j'allais dire à tes débuts dans l'entrepreneuriat, je sais pas si c'était il y a 18 mois avec Teampact, ou alors que tout simplement tu adresserais à notre audience qui veut se lancer ou qui s'est lancé récemment. Écoute, conseil aux entrepreneurs, futurs entrepreneurs, si je peux me permettre, je leur dirais... Permets-toi. Prenez beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de gens, au final, n'écoutez personne. Écoutez que vous, parce que c'est vous qui avez la clé, quoi. Donc, ça recoupe un peu ce que je disais tout à l'heure. Ouais, mais tu vois, au moins, je change pas de ligne. Ok. Et parce que, voilà, c'est... en fait, tu auras toujours quelqu'un, tu vois, de plus savant, sachant que toi, ou qui se présente comme tel, et c'est pas lui qui sait. Alors évidemment, écoutez pas, tu vois, votre mère ou je sais pas qui va flipper ou qui va dire c'est pas une bonne idée, parce que là, sinon vous allez droit dans le mur. Et je pense que là, pour le coup, ils ont pas besoin de moi. Mais ouais, s'écouter. Alors évidemment, faut pas avoir des œillères, hein, attention. Mm-hmm. Mais il y a que vous qui savez. J'aime bien, en fait, ce que tu es en train de dire à travers ça, c'est que les conseils, dis-moi si je me trompe, ça t'ouvre l'esprit, ça te permet de te questionner, d'avoir différentes opinions, mais in fine, il n'y a pas de vérité générale. Non. Et tu vois, moi, j'ai déjà raconté, tu vois, mais sur un podcast d'ailleurs, mais j'ai une conseillère d'orientation qui, à 14 ans, m'a dit « Non mais vous, laissez tomber, vous serez jamais journaliste. Vous ne ferez pas des études déjà, pas d'études longues, parce que je m'étais ramassé en français, tu vois. Je m'étais ramassé l'oral de français. Je t'ai battu, j'ai eu 5, mon pote. À l'écrit, moi je parle, à l'oral, j'ai eu 14. Allez là. L'écrit, ça allait mieux pour moi. Mais et pourtant, l'oral, tu vois, j'ai fait de l'oralité mon métier. Ouais. Donc c'était pas un problème d'oral, c'était un problème de mémoire à la con et etc. Donc voilà, n'écoutez pas les sachants, les experts. Ok, très clair. Bon, dernière question et après je te laisse. C'est quoi le projet que tu as toujours voulu lancer mais qui n'a jamais vu le jour? Et c'est quoi les raisons? Alors, écoute, avec des copains au collège, hein, donc ça remonte fin du collège, on a l'idée de lancer. Au début, quelques verticales, c'était histoire et je sais plus quoi, mais une sorte d'encyclopédie sur laquelle les gens pourraient compléter avec des sortes de modérateurs agréés. Bon, 2001, Wikipédia sort. J'allais te dire, voilà. On parle de Wikipédia là. Ouais, c'est clair. Donc comme quoi, tu vois, en fait, toujours pareil, l'idée, on s'en fout. Ouais. Ça en plus, ça vaut rien. C'est ceux qui vont sortir, se retrousser les manches pour ne pas être vulgaire et faire le truc, quoi. Faire le truc. Trouver de l'argent, des gens bien intentionnés, bien motivés pour réaliser le projet. Super, merci et merci. Tu veux pas qu'on dise ce qu'on fait chez Teampact quand même? Ah bah si, non, j'ai cette dernière question, on termine en beauté. On sait ce que vous faites, mais dites-nous, c'est quoi vos premiers invests? Ce qu'on a fait, on est très fiers. Ben, je te laisse nous le dire. Écoute, il y a quelques semaines, on est... Déjà, vous vous êtes lancé quand, Teampact? On est sorti du bois en janvier de cette année, janvier 22. Donc ça fait 8 mois, quoi. Là, on enregistre, on est le 6 septembre. Voilà. Et puis, en gros, on accompagne déjà plusieurs entreprises, tu vois, à qui on dédie notre plateforme, notre toolbox. Un peu le grand écart. C'est le fourgon, économie circulaire. Okay. Toute jeune entreprise, tu vois, qui remet au goût du jour la consigne. Donc, tu vois, avec des bouteilles en verre, etc., pour n'importe quel contenu. Okay. Et de l'autre côté du spectre, c'est Alan, une de nos plus belles licornes, tu vois, donc late stage, bien menée, ultra transparence, etc., dans la culture interne, magnifique produit sur la mutuelle, tu vois, réinventée, dépoussiérée par rapport à tout ce qui existait depuis des années. Trop cool. Et qui fait que du coup, même pour les clients d'Alan, tu as une marque employeur sympa pour ceux qui l'utilisent et qui peuvent le donner à leurs propres employés en mode on vous respecte, on prend un beau produit qui fait que ça va aider aussi à la rétention, que vous allez rester chez nous 1 an de plus, voire faire venir encore une fois des copains pour devenir employés, collaborateurs chez nous. Si on publie dans, allez, admettons 2-3 semaines, il y a une dernière news ou pas dont tu veux nous parler ou c'est pas mal tout? Non. Non. Pour l'instant, on peut rien sortir. Bon. On travaille dur. J'aurais essayé, les amis. On salue Jean-Charles, je vais l'avoir en novembre. Comme je te disais, après 1 an et demi de dur labeur, mais il a enfin accepté. Et j'espère que ce sera pour le plaisir de mon audience. Ouais, je le salue, c'est un super gars, un super patron aussi. Bon, merci Seb. À très vite. Merci de ton invitation. Notre beau 49 minutes.
Pas mal. Super. Tu vois, ça rentrait pas dans tes 45. Non, enfin, moi c'est parfait en tout cas. Allez, un grand très vite. merci. Ciao, ciao. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Les amis, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.